Elle n'est pas une maladie mentale, mais plutôt un trouble du développement d'origine neurologique. Elle se manifeste par des altérations du cerveau qui sont impliquées souvent dans le langage, la motricité, la perception, les émotions ou bien même les interactions sociales et bien d'autres. Voilà de ce fait ce qu'on appelle l'autisme. Bonsoir et bienvenue dans Murmure. Comme vous venez de l'entendre, on va parler aujourd'hui dans notre émission de ce que c'est l'autisme. Et je ne suis pas seule, je suis avec deux invités que je vais vous présenter. Je commence par ma droite. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous avoir invités. D'accord. Je vous laisse le temps de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir, je m'appelle Marie Mizarova, je suis orthophoniste d'origine de la République tchèque et ça fait 3 ans et demi que je suis au Burundi. Bonsoir madame. Bonsoir, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous d'avoir pensé à nous. D'accord, je vous laisse aussi le temps de vous présenter. Oui, je m'appelle Jeanne d'Arc Ndoui Ngoma et je travaille avec Marie dans le nouveau centre Talita Koum, Autisme Burundi. D'accord. Comme vous venez de l'entendre, alors je vous disais qu'on va parler de l'autisme. On va peut-être connaître que ce que c'est l'autisme. Est-ce qu'ici, chez nous, au Burundi, ce trouble existe ou pas? Peut-être on va commencer par définir ce que c'est l'autisme. L'autisme, c'est quelque chose qui est très souvent mal compris, mal jugé, parce qu'il s'agit très souvent d'un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste, comme vous l'avez bien dit, dans les interactions sociales, dans la communication et dans les intérêts et les comportements de la personne. Et le problème, c'est que très souvent, la personne, elle a l'air d'être complètement ordinaire, normale. Elle marche, il y a des choses qu'elle peut dire, et pourtant, elle fait des choses inhabituelles, on pourrait dire un peu bizarres, et c'est dur à expliquer. Très souvent, si c'est les enfants, ils ont du mal à obéir. Très souvent, ils n'entendent pas. C'est comme s'ils n'entendaient pas quand on les appelle, donc ils ne réagissent pas à leur prénom. Ils ont une tendance à s'isoler. À s'isoler, à être dans leur monde. L'autisme, très souvent, on imagine comme si l'enfant était dans sa bulle. Vous voyez, il y a une bulle, et puis c'est à nous de tendre la main et de le faire sortir. Parce que donc, les altérations de son cerveau ne lui permettent pas de sortir par lui-même. Vous avez parlé d'un centre, Talita Koum. C'est quoi le centre? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Depuis que Marie a son cabinet ici à Bujumbura, il y a des parents qui avaient des enfants qui avaient un retard de langage. Et quand ces parents venaient avec leurs enfants, elle s'apercevait que ces enfants avaient les signes d'alerte de l'autisme. D'accord. Oui. Et puis, elle a fait des recherches pour voir si à leurs écoles, ils sont pris en charge adéquatement. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas ce suivi individualisé dont ils ont besoin. Oui. Et avec ça, elle a initié le centre Talita Koum, Autisme Burundi. À la fois, le centre a pour but de dépister et aussi de prendre en charge ses enfants, mais aussi d'accompagner leurs familles, parce que la plupart des fois, les parents ne savent pas le problème que l'enfant a. Vous pouvez compléter s'il y a quelque chose qu'elle a oublié, pour le centre surtout. Donc, je ne sais pas s'il avait oublié quelque chose, mais il y a des choses toujours à ajouter, de parler sur le centre. Donc, effectivement, nous travaillons depuis septembre 2020 avec une petite équipe. On a commencé à prendre en charge, au début, c'était 7 enfants. On a fini en juin avec 12 enfants, de l'âge de 3 ans jusqu'à 13 ans. Et effectivement, nous travaillons avec cette philosophie que chaque enfant doit avoir un plan d'enseignement, d'éducation individualisé, adapté à ses besoins. C'est-à-dire, on cherche surtout ses points forts, là où on voit ce qui le motive, ce que l'enfant aime, et sur ça, on base la prise en charge pour travailler sur les domaines déficitaires. D'accord. Le mot « enfant », ça revient. Est-ce que l'autisme, c'est pour seulement les enfants, donc, ou c'est parce que, je ne sais pas, ça se manifeste comment? C'est pour seulement les enfants ou il y a même des adultes qui présentent des signes ou des symptômes de l'autisme? Donc, effectivement, autisme, c'est un trouble, donc ça ne se guérit pas et on apprend à vivre avec. Bien sûr, on parle plutôt
des enfants parce que c'est là où on veut commencer la prise en charge précoce, donc dès les premières manifestations de l'autisme, qui commencent d'habitude vers 18 mois, 20 mois, jusqu'à 3 ans. Les parents très souvent viennent qu'il y avait une régression, que l'enfant disait quelque chose, qu'il parlait, qu'il répétait des mots, qu'il souriait quand les parents lui souriaient. Mais après, ça s'est arrêté. Il a commencé à faire des choses un peu répétitives. Hein. Il a commencé à se balancer, ou bien à battre les mains comme ça, à faire des grimaces dans les miroirs, à grincer les dents. Donc les choses qu'il ne faisait pas avant. Et surtout, il arrête de regarder dans les yeux. Il arrête de pointer le doigt quand il veut quelque chose. Et donc, très souvent, ils viennent avec ça, que l'enfant avait un développement normal, ordinaire, et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et très souvent, ce qui s'ajoute, ce sont les difficultés au niveau donc de la digestion. Très souvent, les parents décrivent que l'enfant avait aussi des constipations, parce que je fouille dedans, et parce qu'on cherche effectivement les causes de l'autisme, on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez demandé, est-ce que donc c'est juste pour les enfants, et s'il y a une bonne prise en charge, certainement, on peut avoir une grande amélioration. Ça, c'est le but, que les enfants puissent devenir des adultes autonomes, voilà, qui peuvent se réjouir de la vie, qui peuvent être épanouis, tout en restant un peu différents. Et donc notre philosophie, c'est que dans la différence, il y a une beauté. Hein. C'est quand on est différent, on est unique. Et voilà, c'est ça. Oui, ça devient comme un talent en fait. Exactement. Donc on a, oui, d'accord. Alors au Burundi, pourquoi au Burundi? C'est un trouble qui attaque aussi qui peut attaquer n'importe quelle personne. Et on s'est rendu compte que ce trouble n'est pas connu au Burundi. Et aussi qu'il est entouré par des tabous, plein de tabous. Ils sont enfermés dans une boîte, ils sont, comment dire, elles n'osent même pas, ces familles, elles n'osent même pas peut-être le dire à haute voix. C'est ça. Mon enfant a tel problème. Voilà. Oui. Voilà. Et aussi, ces mêmes familles, ils ne comprennent pas même leurs enfants. Oui. C'est aussi inconnu de ces familles. Donc à la fois, au Burundi, oui, parce que ces parents-là ont besoin de savoir, parce qu'ils ont aussi besoin d'aider leurs enfants pour qu'ils puissent grandir en étant autonomes et qu'ils puissent aussi devenir quelqu'un. J'imagine que c'est tellement difficile vu la coutume burundaise qui est déjà comme si il est enfermé elle-même. Pour moi, c'est même étonnant que vous ayez des enfants burundais qu'on vienne, qu'on vous amène et qu'on vous présente. Comment ça se passe au fait? Alors, tout se passe par la grâce de Dieu. Vous aurez aussi demandé Talitha Koum, pourquoi le nom? Pourquoi le nom? Ah, je commence par ça. Oui. Ok. Alors, quand j'ai eu la vision du centre avec ce nom Talitha Koum, ça effectivement dit exactement ce qu'on veut faire. Parce que Talitha Koum, c'est donc dans l'évangile selon saint Marc, dans le chapitre 5, c'est le verset 41 où Jésus dit à la fille de Jaïr, lève-toi, mon enfant, lève-toi, Talitha Koum. Et tout le monde la considérait morte. Elle était déjà morte pour tout le monde. Elle était morte pour tout le monde. On ne s'entendait rien d'elle. Et c'est comme ça qu'on aperçoit ces enfants ici. Comme on ne peut plus rien faire pour eux, donc on va les cacher. On a honte parce que je ne peux pas expliquer pourquoi mon enfant fait des choses bizarres. Je ne peux pas expliquer pourquoi tout le monde pense qu'il est capricieux ou bien qu'il est même mal élevé. Et donc, les enfants mal élevés, ici, c'est très, très, très mal vu. Et les parents sont jugés, tout le monde. Donc, soit on pense que les enfants sont capricieux, ou bien qu'ils sont mal élevés, ou bien qu'ils sont même possédés. Et donc, on a eu plusieurs cas des parents qui ont tenté les prières de délivrance. Et même, il y a des parents qui ont essayé de voir un sorcier. Et donc, c'est préjugé, bien sûr, sur l'autisme, que c'est soit côté comportemental, soit que c'est aussi côté la maman. Et il y a des spécialistes qui osent dire que c'est la maman à la faute. Et que c'est sa relation froide avec l'enfant qu'elle ne lui montre pas assez d'émotions. Et c'est pourquoi l'enfant a cessé de réagir au monde.
Et donc, vous voyez, quand on compare avec les vraies origines qui sont purement organiques, donc ça conserve vraiment le cerveau, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas facilement changer, donc on essaie de sensibiliser. Et justement, avec cette sensibilisation, à travers les médias, donc un grand merci encore de nous avoir invités, parce qu'il faut en parler, il faut sortir qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux, ce n'est pas seulement autisme, il y en a d'autres. Il y a par exemple les troubles d'apprentissage, tous ces enfants qui sont tabassés parce qu'ils n'apprennent pas comme les autres. Pourtant, ils sont intelligents, ils peuvent s'exprimer très bien, mais à l'école, ça ne se passe pas bien. Ils n'ont pas de bonnes notes malgré leurs efforts. Il y a des enfants qui sont, ici on appelle turbulents. Vous voyez, les enfants qui courent de gauche à droite, qui n'arrivent pas à se concentrer, et on leur dit toujours « assis-toi, mais sois calme ». Non. Ce sont des enfants qui souffrent aussi d'un trouble neurodéveloppemental qui s'appelle TDAH, trouble d'attention avec hyperactivité. Et ça, c'est aussi d'origine organique, c'est-à-dire c'est le cerveau qui ne fonctionne pas de la façon comme un cerveau neurotypique. Donc on peut parler de nous comme les neurotypiques, c'est-à-dire notre système nerveux est typique, tandis que les enfants et les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux, ils ont un cerveau qui fonctionne différemment. Plus vous parlez, je sens que plutôt ces enfants, ils sont spéciaux en fait. On a l'image qu'un enfant doit être comme ça, il doit se développer ainsi, mais que pour ces enfants qui souffrent de l'autisme ou pour tous ces troubles que vous nous avez dit, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble. Quelle est la différence en fait? Moi, je dirais que ce n'est pas une maladie parce que l'enfant n'a pas de fièvre. L'enfant n'a pas de symptômes, je ne sais pas le terme médical qu'on peut utiliser, mais aussi l'enfant se développe normalement. Son physique, sa physiologie, il grandit normalement, il n'y a pas de, de signes d'handicap sur physique, son corps qu'on peut voir. C'est juste que son cerveau fonctionne autrement. C'est une diversité de fonctionnement du cerveau, tout comme il y a une diversité de visage, tout comme il y a une diversité de teint de peau, ainsi de suite. Voilà. Oui, c'est juste cette diversité qui, je dirais, qui empêche l'enfant de s'intégrer dans la société. Elle a tout à fait raison. Ça ne se guérit pas. Donc il n'y a pas de médicaments pour guérir l'autisme, ça n'existe pas. On a vu déjà qu'il y a des grands progrès si on change le système, donc le régime alimentaire de l'enfant. Donc on voit des grands progrès, il y a même des recherches qui sont faites à nos jours qui parlent que l'autisme pourrait être causé par des troubles donc, au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que c'est la flore intestinale, la flore bénéfique de l'intestin qui est endommagée. Et petit à petit, donc, la paroi intestinale est endommagée et il y a des pathogènes qui produisent les toxines qui arrivent jusqu'au cerveau. Et donc, c'est là où on voit les premières manifestations. Effectivement, à l'âge de 18 mois, 20 mois, c'est l'enfant, il ne tète plus le lait maternel, on lui donne à manger et si son corps n'est pas prêt à digérer tout cela, c'est ainsi que va ça se passer avec toute la consommation des antibiotiques qui influencent bien sûr aussi donc la qualité de la flore intestinale et sa quantité. Et donc ce sont les nouvelles recherches qui pointent sur cela, qui disent même que le cerveau d'un enfant avec autisme est né complètement normal et que ce n'est petit à petit, avec toutes ces toxines qui sont produites par l'intestin, pas par l'intestin lui-même, mais par les pathogènes qui s'y trouvent, qui causent les manifestations. Et donc, toujours, il y a deux groupes de chercheurs, ceux qui disent « Ah non, c'était avant », c'est-à-dire le cerveau était déjà né différent, et les autres qui disent « Ah non, 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 c'est pas comme ça ». Donc maintenant, il y a deux camps qui essayent de chercher. C'est très bien, on a besoin de savoir, on a besoin, et nous, au centre, on suit des nouvelles recherches pour effectivement conseiller au mieux les parents. Mais ce qu'on voit déjà, qu'avec un changement de l'alimentation, il y a un grand changement aussi au niveau du comportement de l'enfant et de sa façon de percevoir le monde. Donc aussi les troubles, donc pourquoi on dit des troubles, c'est parce que l'autisme il est classé dans le manuel diagnostic et statistique de l'Association américaine des psychiatres. Et la révision de 2015 parle du spectre de l'autisme, c'est-à-dire il n'y a pas un seul autisme. On ne parle plus des autistes parce que autiste, ça veut dire c'est d'abord autiste, c'est pas la personne.
Donc maintenant, on préfère de dire c'est une personne, un enfant, sur le spectre de l'autisme. Et ce spectre, effectivement, c'est diversité. Il y a des enfants qui sont sur le niveau 1, qui sont capables de communiquer, et peut-être qui ont juste envie de parler un peu des sujets toujours les mêmes. Ils sont intéressés par les détails, et quand ils se fascinent pour quelque chose, ils peuvent aller loin. Vous voyez Bill Gates, Bill Gates ou bien Steven Spielberg. Si on va un peu non, Temple Grandin, c'est une scientifique américaine. Si on va un peu en arrière, c'est Mozart, ou bien Graham Bell, Einstein. Toutes ces personnes étaient sur le spectre de l'autisme. Et donc, très souvent, un enfant qui ne parle pas jusqu'à l'âge de 5 ans et qui présente les symptômes, on ne sait pas. Est-ce que ça ne va pas être un deuxième Bill Gates? Il peut être. Parce que très souvent, il y a un retard du langage, effectivement. Donc, voilà. Et il faut aussi parler de cette diversité qu'après, bien sûr, il peut y avoir des troubles associés. Et très souvent, ils sont associés. Il peut y avoir un retard mental qui est associé. Il peut y avoir des troubles au niveau de comment on intègre les informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce que je peux trier maintenant, pour vous entendre et pour comprendre ce que vous me dites, je dois éliminer tous les autres sons. Quand je suis dans la rue, je dois éliminer les voitures qui passent, le chien qui aboie, je dois éliminer les personnes qui passent à côté. Vous voyez tous ces bruits, une personne avec autisme entend tout sur le même niveau. Et donc, ça fait un brouillard des bruits et il ne peut pas choisir qu'est-ce qu'il faut écouter. Et c'est aussi très souvent pourquoi ils ne réagissent pas quand on les appelle, même s'ils entendent. Donc, ils entendent quand la porte va claquer, mais il ne va pas réagir quand vous l'appelez. Donc, c'est parce qu'en même temps, il entend beaucoup de choses et il ne peut pas faire ce tri. Il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on les touche. Et il y a des enfants qui ne supportent pas les changements des routines. Donc après, il y a vraiment des niveaux différents. Et c'est pourquoi c'est le spectre, parce que voilà, il y a cette diversité du profil, mais qu'il s'agit toujours des troubles au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales et aussi au niveau des habitudes, des rituels, des comportements qui sont très souvent répétitifs, stéréotypés et très restreints. Quel est le premier petit symptôme qu'on peut voir sur un enfant et qu'on peut juger déjà qu'il souffre de ce trouble en fait? Les signes d'alerte, je pourrais dire que tout d'abord l'enfant s'isole. Vous verrez que l'enfant ne joue pas avec les autres. Il est toujours dans un coin, même s'il y a un groupe d'enfants qui jouent. La plupart des fois, vous allez trouver un enfant qui joue de son côté. Et aussi, il joue avec un seul jouet ou bien une seule chose. Il y a par exemple un parent qui est venu de l'intérieur du pays qui me disait « Mon enfant, il est addict aux feuilles de banane. » C'est-à-dire qu'il dort même avec une feuille de banane. Oui. C'est-à-dire que si tu enlèves ça, il peut crier, il peut piquer une crise terrible. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que tout, juste la feuille de banane. Voilà, tous ces jeux tournent autour de la feuille de banane. Les autres signes, c'est que aussi l'enfant, il a une hypersensibilité sur hyper ou hyposensible sur un des sens oui, par exemple, il peut y avoir un enfant qui n'est pas sensible au bruit, par exemple. Oui. Même si on le fait asseoir à côté d'une radio avec un volume total, il ne réagit pas. Alors qu'il y a d'autres, quand on allume la radio, c'est là ça. Où... Il y a aussi des sensibilités pour la lumière, par exemple. Les enfants qui n'aiment pas la lumière, ou bien aussi qui détestent l'obscurité. Oui. Par exemple, les enfants qui détestent la lumière, vous le verrez la plupart des fois aller se cacher dans les armoires à habits et s'enfermer. Oui, c'est ça. Et jouer dedans et on peut s'imaginer. Est-ce qu'il voit, ce qu'il fait, mais il est à l'aise dans son coin là. Il y a des enfants qui recherchent la lumière. Donc il y a ceux qui peuvent regarder, qui peuvent fixer le soleil et regarder le soleil. Imaginez, ils recherchent ça. Et puis ça leur fait effectivement... Les entrées sensorielles, ça les fait se sentir bien. Il y a des enfants qui recherchent les mouvements, qui les font tourner ou se balancer. Donc ils peuvent passer après toute la journée sur une balançoire parce que c'est ça, cette entrée sensorielle qui adore, qui les stimule. En fait, On a des enfants qui peuvent passer toute la journée à crier avec une voix ou chantonner, mais c'est plutôt crier quand même parce qu'ils s'auto-stimulent. Ils ont besoin des autres stimulus, donc au niveau auditif, au niveau de
lui pour les stimuler. Et c'est ce qu'on fait effectivement aussi au centre. On cherche les besoins au niveau de la perception, au niveau de ses entrées sensorielles. On cherche là où l'enfant il a des lacunes et on essaie de les compléter et en même temps on essaie d'inhiber, c'est-à-dire de diminuer un peu cette sensibilité. Par exemple, l'enfant, vous voyez un enfant qui, au début, on a un enfant qui laissait personne l'approcher. Donc, à chaque fois que vous passez, il faisait comme ça, en fait, surtout pour ne pas être touché. Donc, c'est pas parce qu'il était avant tabassé, c'était pas parce qu'il était traumatisé. C'est parce qu'à chaque fois qu'il sent un toucher, pour lui, c'est comme si c'était un fer à repasser. Si le parent a un doute, il faut aller consulter. Il faut aller consulter un spécialiste. Donc, nous, au centre, on fait le dépistage. Donc, les parents qui ont des doutes, ils viennent. Et c'est ça la meilleure chose à faire. Si vous avez des doutes, parce que d'habitude, le diagnostic de l'autisme, c'est quelque chose qui prend même des mois, même des années, même à l'Occident, même en Europe, partout. Juste le diagnostic. Juste le diagnostic, parce que le diagnostic doit être différencié. On doit bien différencier l'autisme des autres troubles. Très souvent, on confond l'autisme et les troubles d'attention avec hyperactivité. Vous voyez tous ces enfants donc hyperactifs, très souvent, on le confond avec une déficience intellectuelle. Très souvent, on le confond avec un autre trouble neurodéveloppemental qu'on appelle dysphasie. Dysphasie est un trouble au niveau du langage. Donc, c'est-à-dire c'est un enfant qui a un retard du langage et qui peut aussi ne pas comprendre ce qu'on lui dit. Et ça le fait se retirer un peu. Mais quand même, il va vous regarder dans les yeux, il va vous sourire et il ne va pas développer, comment dire, disons entre guillemets les obsessions, les rituels comme avec la feuille de banane. On a des enfants qui adorent jouer avec les ficelles, on a d'autres qui adorent jouer juste avec le ballon, faire bondir le ballon toute la journée et écouter le bruit que ça fait. Ou tripoter un peu avec un stylo, écouter le bruit. Vous voyez, donc il ne va pas développer ça. J'ai vu un enfant avec de l'eau. Regardez de l'eau. Regardez de l'eau, ils adorent ça. Toucher l'eau. Mais regardez en Europe les machines à laver, comment ça tourne. Il y a des enfants qui peuvent passer des heures. C'est vrai. Voilà. Il y a des enfants qui adorent ranger les choses dans la ligne. Et il ne faut pas toucher la ligne. Oh là là, si vous touchez la ligne, ça devient grave. Donc, toutes les chaussures, c'est bien aligné. Tout à la maison, il est bien aligné. Et si vous changez quelque chose, oh là là, c'est catastrophique parce qu'ils s'attachent facilement aux routines. Parce que c'est la seule chose, c'est un pilier pour eux. Si ça change, ils sont complètement perdus. Et donc, l'autisme, tout ce que je viens de dire, il faut différencier des autres troubles pour effectivement ne pas se tromper et pour bien choisir la méthode d'intervention. Parce qu'on n'applique pas les mêmes méthodes pour les mêmes troubles. Et donc le diagnostic ici au Burundi, c'est un grand défi pour nous, malheureusement, parce que je peux faire mon diagnostic au niveau des interactions sociales, je fais un diagnostic au niveau de la communication verbale et non verbale, mais pour poser le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme, on parle de TSA, ça dépend des pays, mais d'habitude c'est un pédopsychiatre, donc un psychiatre qui est dans le domaine pédiatrique, qui a donc ce droit de dire oui, il s'agit de TSA, il s'agit de l'autisme. Et ils ne travaillent jamais seuls, bien sûr. Les enfants doivent passer beaucoup d'examens chez d'autres spécialistes. Donc, ils doivent passer voir un orthophoniste. Donc, ça, c'est moi. Et moi, je travaille dans la communication. Donc, j'évalue la communication. Après, ils doivent aller voir un psychologue clinicien, mais qui a des tests spéciaux pour diagnostiquer l'autisme. Il faut que l'enfant aille voir, donc que le pédiatre, bien sûr, s'exprime. Il faut que l'enfant aille voir un neurologue, parce qu'il peut s'agir aussi d'une épilepsie cachée qui peut se manifester par quelques symptômes de l'autisme. Et il faut que l'enfant aussi aille voir un audiologue, donc un médecin oral, mais qui a des outils pour voir si l'enfant entend. Parce que comme les enfants, très souvent, ils ne réagissent pas au son, ou bien ils les recherchent trop. Pas. Effectivement, donc il faut vérifier si c'est objectif que l'enfant entend. Et dans ce cas-là, le pédopsychiatre, il a ses tests, et selon le DSM, donc le manuel statistique et diagnostic, il va diagnostiquer qu'il s'agit effectivement de TSA. Mais par contre, au centre, est-ce qu'on a besoin de ce diagnostic? Non. On voit les symptômes et on travaille avec, comme je vous ai dit, les points forts et on cherche ce qu'il y a à améliorer. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, on a nos soupçons, on a mon diagnostic en orthophonie et on peut travailler avec ça, effectivement. Et du coup, ça réussit, vous voyez que l'enfant commence à changer?
Donc, il faut toujours un appui des parents, vous voyez. Oui. Alors, le système dans lequel on travaille, il s'appelle système Teach. C'est un système pour l'éducation des enfants avec autisme et d'autres troubles de communication. Et ce système a été développé dans les années 70. Et il est magnifique, il est structuré, il est basé sur la visualisation de tout ce qu'on fait pour que l'enfant puisse se sentir à l'aise, comme très souvent ils ne comprennent pas le langage à cause je vous ai dit, à cause de ce manque de tri, ils ne peuvent pas trier ces informations. Oui. Quand je lui montre une image, l'enfant va comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire. On structure bien l'endroit, on structure aussi la classe. Il y a l'endroit pour travail individuel, il y a un endroit pour travail en groupe, il y a un endroit pour se reposer, il y a un endroit pour jouer. Mais tout est bien structuré. Même l'enfant, il a on appelle ça une ligne du jour. Et c'est là où l'enfant voit, on met bien des images, des activités qui vont se dérouler dans la journée. Et donc l'enfant sait que d'abord, par exemple, c'est le cercle du jour. Après, il va aller en classe, il va apprendre à lire. Après, c'est une pause. Après, il va apprendre à compter. Après, c'est le goûter. Toutes ces continuités, il le fait par des images, puisqu'il ne peut pas s'exprimer. Effectivement, effectivement. Et ces images aident à l'enfant de ne pas faire des crises parce qu'il ne comprend pas ce qui va se passer après. Et donc, si on a des parents engagés, bien sûr, on voit une évolution chez leurs enfants. On fait une formation pour les parents pour qu'ils puissent déjà comprendre que notre but, ce n'est pas de changer l'enfant, c'est de le comprendre. Oui, d'abord le comprendre. C'est d'abord de le comprendre, de se dire il n'est pas capricieux, c'est organique, c'est le cerveau. De comprendre. Et il n'est pas capricieux, il ne le fait pas exprès. Le fait qu'il choisit de manger seulement le riz avec issombé et le pain, et rien d'autre, il va accepter rien d'autre que ça. C'est pas une caprice. On a eu quelques rencontres des parents où ils pouvaient se partager entre couples et avec les autres aussi, vous voyez, de faire sortir cette pression. Si j'ai déjà compris et mon mari ou mon épouse n'a pas encore compris, n'a pas encore accepté, ça cause pas mal de problèmes. Quels sont les cas que vous avez souvent ici depuis que vous avez commencé le centre? Bon, je dirais en grande partie ce sont les troubles d'attention avec hyperactivité. En grande partie, il y a aussi les troubles d'apprentissage. Ce qu'elle citait, il y a les dysphasies, dyslexie. Oui. Avec les enfants qui sont déjà à l'école, mais qui n'arrivent pas à percevoir les leçons, qui n'arrivent pas à percevoir les lettres ou même les chiffres. On ne pourra pas comprendre tout ça dans une seule émission, mais je me dis qu'on va faire des étapes. Aujourd'hui, c'était que la définition juste de ce que c'est ce trouble de l'autisme. Donc j'aimerais que les gens retiennent qu'il ne s'agit pas des caprices, qu'il ne s'agit pas d'un enfant mal élevé, ou bien même d'un enfant possédé, qu'il s'agit d'un trouble qui est à la base organique. C'est d'adapter l'environnement de l'enfant, mais aussi d'essayer d'intégrer, d'inclure l'enfant dans les jeux à son niveau. C'est ici que va prendre fin notre émission Murmure. J'espère qu'on a beaucoup entendu par ce trouble de l'autisme, mais ce n'est que la première émission. On va continuer avec d'autres séances pour qu'on voit la cause, pour qu'on parle aussi des conséquences et comment il faut accompagner ces enfants. Surtout que nous avons la chance d'avoir ce centre de Talitha Kum aussi au Burundi. Merci d'être restés fidèles à nos émissions. Restez branchés et à la prochaine.